Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous allons entamer cette table ronde, essayer d'y répondre, et je donne la parole pour commencer à Christian Blanc. Eh bien, à l'issue de cette réunion où j'ai appris beaucoup de choses, je voudrais effectivement faire quelques réflexions et surtout un témoignage. On n'a pas parlé beaucoup du jeune Rocard parce qu'on le connaît peu. Les hasards de la vie, j'accompagnais mon père au premier congrès du PSA, à Issy-les-Moulineaux, ont fait que j'ai vu, tranchant par rapport à des hommes qui étaient pour la plupart des hommes de la résistance, déjà plus âgés, par sa pugnacité, son enthousiasme, qui était celui de cette génération qui faisait suite à la reconstruction. Plus tard, et j'ai vu Servet, comme le disait ce matin Jean-François, car c'était son nom d'emprunt. En 65-66, je rejoignais moi-même provincial, adolescent, quand j'ai aperçu Michel Rocard. Je regagnais Paris, vice-président de l'UNEF, président de l'AMNEF, etc., etc. Et que s'est-il passé? Il s'est passé qu'avec celui qui était encore le jeune Rocard, nous eûmes des traditions qui s'installâmes. C'est-à-dire que quasiment tous les mercredis soirs, après nos bureaux nationaux, nous nous retrouvions aux Deux Magots pour parler de l'avenir. Ce fut extraordinaire. Et souvent, d'ailleurs, il passait chez Mendès, rue Bonaparte, après ces discussions, pour parfaire il dormait très peu, pour parfaire sa journée. De Guy Mollet et de la SFIO à l'avenir du pays, tout est passé, me semble-t-il. C'est la raison pour laquelle, en 1974, nous rejoignions ensemble la tour Montparnasse, où François Mitterrand s'était installé pour préparer sa campagne présidentielle. Et qu'émergea, cela a été dit différemment cet après-midi, ce que l'on a appelé la troisième composante dans cette reconstruction du socialisme, avec la CFDT, Edmond Baird et Jacques Chirac. Quel était que ressortait de tous ces échanges pendant ces quelques années? Qu'il fallait moderniser la France, qu'après la reconstruction qui s'était faite autour d'un État jacobin et centralisateur, après ce qui fut appelé ultérieurement les 30 Glorieuses, il fallait donner 30 ans de rayonnement à la France à partir de ses atouts. Deux chiffres. À cette époque-là, le PIB par tête en France était supérieur de 20% au PIB par tête en Grande-Bretagne. Et surtout, se souvenir qu'en 1947, la fonction publique comportait 1,8 million de fonctionnaires, dont 1,3 million de fonctionnaires d'État, et que 10 ans plus tard, nous avions 4,3 millions de fonctionnaires, dont 2,4 millions dans la fonction publique d'État. Ce sont des chiffres qu'on a tendance à oublier, mais qui montrent bien comment ça s'est reconstruit et ensuite comment ça s'est modernisé, avec une présence extraordinairement forte de la puissance publique.
Alors, Michel Rocard, ce n'était pas seulement un jeune intellectuel brillant, mais c'était aussi un homme capable de vision, de stratégie, de tâtonnement dans l'invention des chemins nouveaux. Et ça je me permets de le souligner car ça n'a peut-être pas été suffisamment dit, il se préoccupait toujours du comment faire. Il ne s'agissait pas d'avoir une idée, la plus extraordinaire soit-elle, c'était comment fait-on ? Bon. Il faut dire que dans nos villes et nos campagnes, nos entreprises et nos administrations, il était difficile de passer d'une logique d'exécution à une logique de responsabilité. Se comparer pour responsabiliser et innover sur les modes de décision, ce n'était pas fréquent. Se baser sur l'émergence de meilleures pratiques par le benchmark, par exemple, un terme que l'on ne connaissait pas, c'est-à-dire se comparer dans chacun de nos domaines au meilleur, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez, dans des travaux beaucoup plus savants, peu rapproché ce qu'il a été tenté de faire dans la période suivante, par rapport à la Suède, par exemple, ou même dans un système très, très différent par rapport à l'Allemagne. Enfin, je veux dire, le benchmark, même si on pensait différemment, on ne pensait pas vraiment à aller voir ailleurs ce qui se faisait, parce que ce n'était pas la France et que c'était donc nécessairement moins important. Alors je vous dis tout ça, chers amis, parce que Michel Rocard avait les potentiels et très certainement le leadership, mais pour parvenir à affirmer ses idées, il fallait, dans un pays comme la France, la légitimité du peuple français que l'on donne à un président de la République. Et les nouvelles institutions créées par le général de Gaulle le permettaient. Or, au congrès de Metz, certains s'en souviennent, et surtout dans sa déclaration de Conflans en 1980, beaucoup s'en souviennent, alors que les sondages le présentaient comme pouvant gagner l'élection présidentielle de 1981 et que François Mitterrand était dans un doute qu'il arrivait même à exprimer publiquement. Il s'inclina devant François Mitterrand, estimant que si François Mitterrand était candidat à la présidence de la République, il ne le serait pas. Et donc, il ne le fut pas. Je fus déçu, je vous l'avoue, il le savait, car c'était l'espérance d'une génération qui, à mes yeux, passait la main. Et quelques mois plus tard, François Mitterrand fut élu président de la République. Alors, François Mitterrand accompagna pendant quelques années la présidence de Mitterrand, mais quelque part, n'étant pas central, il était à la marge. Et plusieurs d'entre vous l'accompagnaient dans ses efforts, et nous en avons eu de nombreux exemples tout aujourd'hui. À cette époque, dans ses fonctions, Michel Rocard s'efforcera de toujours passer d'une logique d'exécution à une logique de responsabilité. Or, c'était difficile,
car nous ne savions pas précisément dans notre pays où se prenaient les décisions et le plus souvent par qui elles étaient prises. Oh, les choses n'ont pas totalement changé, je dois dire, à ce jour, mais enfin c'est mieux. Le bureaucrate, l'homme des bureaux, s'appuyait sur les procédures administratives et la complexité des normes. Alors fut inventé le technocrate, qui était plus instruit, mieux formé, sortant d'écoles supérieures. Pour autant, est-ce que le technocrate était mieux formé à la prise de décision ? Si je me pose la question, c'est que majoritairement, ce n'était pas le cas. Alors, l'addition du bureaucrate et du technocrate se faisait en France, certes avec des réformes, mais au détriment de la vie quotidienne des citoyens. C'est pour ça que c'était difficile. Plus tard, Michel Rocard, comme Premier ministre, m'accompagna à la RATP dans l'organisation d'une pyramide inversée de l'entreprise, jamais vue, permettant une décentralisation de la responsabilité des agents. La presse avait titré à l'époque « Le Big Bang à la RATP ». C'était en effet un changement complet des comportements face au corporatisme bureaucratique des syndicats, mais aussi d'une grande partie des cadres dirigeants à qui j'imposais la dissociation du grade et de la fonction, entre autres. Or, ce fut un succès. Et 10 millions d'usagers retrouvaient le métro au cœur de Paris après une panne sociale de 2 mois. Michel Rocard, responsable et efficace, savait faire. Et surtout, comme je le disais précédemment, savait comment faire. Il arbitra, cela a été rappelé tout à l'heure, un choix de Météor, première ville nouvelle depuis 50 ans à Paris, ligne de métro automatique, 2 fois plus sûre et rapide, et cela sans grève des conducteurs, malgré tous les pronostics contraires. Et cela, malgré les avis de quelques grands experts et l'hostilité d'un ancien président de la SNCF, proche de François Mitterrand, dont il avait été le collaborateur. Ce type de métro, je le dis en passant, aujourd'hui est le métro du Grand Paris en construction, bien sûr, et de tous les nouveaux métros du monde. Donc, Rocard était capable, effectivement, de prendre des décisions par rapport aux formes d'organisation sociale, mais également des approbations de techniques totalement novatrices et qui, effectivement, pouvaient porter quelques difficultés ultérieures. Donc, Rocard, Premier ministre, c'est le respect des hommes, d'abord, l'efficacité technique et le savoir-faire. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ceci ? Il y avait une idée centrale qui était permettre aux hommes et aux femmes de grandir. Aujourd'hui, une prise de conscience collective tarde pour maîtriser l'éthique et l'usage du numérique, mal maîtrisé ou trop bien maîtrisé dans les sphères publiques et commerciales. Michel Rocard n'y peut plus rien. C'est notre affaire. Je crains que dans l'avenir, dans les 10 prochaines années, donc les choses vont aller assez vite, nous soyons conduits à assister à la marginalisation des hommes libres. Car les libertés publiques et individuelles qui forment le socle de la démocratie passent par la protection des données et le respect des hommes.
Ce matin, d'ailleurs, Catherine Trottmann a fini son propos sur un constat qui n'était pas très éloigné. Nous avons donc, chers amis, une obligation de résultat. Quelles que soient les situations auxquelles nous serons confrontés, c'est peut-être ça qu'il faut avoir en tête. Et ce que je voudrais ajouter personnellement, c'est que c'est possible. Alors, pour terminer cette introduction personnelle à cette introduction globale, je voudrais vous citer, ça prendra 5 minutes, un texte, un témoignage que je raconte dans un livre consacré à la Nouvelle-Calédonie et qui raconte un certain nombre de situations auxquelles, en particulier, Michel Rocard a été confronté. Souvenez-vous, quelques jours avant l'élection présidentielle, après l'affrontement entre Jacques Chirac et François Mitterrand, nous avions eu Ouvéa. Ce sont des souvenirs déjà un peu anciens, mais Ouvéa, ça avait été la mort, le massacre de 19 indépendantistes dans la grotte, dans une grotte, et en plein débat électoral, bien sûr, surtout à Paris. François Mitterrand était réélu président le dimanche 8 mai 1988. Et là, je vais vous lire ce passage, 3 pages, car je trouve que l'anecdote permet souvent de bien mieux comprendre que la dissertation. J'ai un appel de Michel Rocard à la préfecture de Seine-et-Marne. Nous sommes le mercredi 11 mai vers 19h. Il m'informe qu'à l'issue d'un déjeuner, ce même jour, avec Bérégovoy et Jean-Louis Bianco, à la fin du déjeuner, François Mitterrand lui avait demandé, à sa surprise, de devenir Premier ministre. Après quelques mots d'humour entre nous sur le fait qu'enfin, le président de la République constatait les compétences de mon ami Michel Rocard, celui-ci me dit sérieusement « J'ai besoin de te voir demain pour te parler de la Nouvelle-Calédonie ». Ça chauffait très fort, c'était l'insurrection. La passation de pouvoir avec Jacques Chirac aura lieu en fin d'après-midi. Je te demande d'être à Matignon vers 17h30. Bien, monsieur le Premier ministre. Le lendemain, j'étais à Matignon. Rocard et Chirac étaient encore en train de discuter et j'attendais dans le salon, attenant au bureau du Premier ministre que vous devez, je pense, presque tous connaître. Quand Chirac sort, accompagné par Rocard, il me fait un petit signe sympathique de la main. Rocard le raccompagne jusqu'à sa voiture, puis remonte et m'introduit dans son bureau. Après quelques échanges amusés, il me dit « Bon, alors la Nouvelle-Calédonie, car il y a urgence ». Il m'indique qu'il vient de passer la moitié de son entretien à discuter de la situation avec son camarade de l'ENA, Jacques Chirac. Et la question vient, alors que faut-il faire maintenant en Nouvelle-Calédonie ? Je lui répondis, je n'en ai franchement aucune idée. Son visage se plissa comme cela se produisait chaque fois qu'il était un peu contrarié. Je lui indiquai que tu as dit Chirac au juste, que les derniers événements étaient la suite d'un incendie qui couve sur la Nouvelle-Calédonie et propagé par la fraction dure du FLNKS, essentiellement composée de militants et de dirigeants d'extrême gauche, des trotskistes pour la plupart, et que la situation est très grave. L'influence de la Libye est présente chez la plupart des militants de cette extrême gauche kanak. Ma réaction fut alors « Écoute, c'est incroyable, cela signifie que les renseignements généraux que nous avions eu bien du mal à remettre à niveau et qui n'étaient pour l'essentiel que des porte-paroles de la communauté européenne de Nouméa ont repris le pouvoir. » Est-ce que Chirac a pris lui-même ses décisions sur la base de ces soi-disant informations ? C'est quand même une grave question. Je dois dire que j'étais assez étonné et énervé par ce que je venais d'entendre.
Alors, me dit-il, je lui répondis que ce que je comprenais aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie, c'était que les statuts mis en œuvre et les réflexions institutionnelles qui avaient été imaginées ne tenaient pas compte de l'histoire des hommes en Nouvelle-Calédonie, que l'immigration massive des Européens dans les années 1970 changeait largement le corps électoral de ce territoire, puis l'arrivée des Wallisiens, voire d'Indochinois, avait eu comme effet de continuer à parquer l'essentiel des Kanaks dans des réserves dans ce que l'on appelle la Grande Terre, que le fameux nickel stratégique ne profitait qu'à quelques-uns, bien sûr, européens, les Ballandes et autres Lafleur, et que tout ce qui était dit sur l'intérêt stratégique de la Nouvelle-Calédonie par rapport au nucléaire à Tahiti me paraissait aujourd'hui de l'intérêt factice. Je lui indiquai qu'aussi loin que portait mon regard, la dimension humaine avait été toujours ignorée par les responsables de la République qui, dans le meilleur des cas, n'avaient réfléchi qu'en métropolitain et non pas en stratège, voulant comprendre et développer quoi que ce soit en Nouvelle-Calédonie. Bon, je comprends ta réaction, mais tu exagères probablement. Ma question était, alors, que faut-il faire ? Ma réaction fut sévère. Continuez. Après tout, il n'y a que 150 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. La moitié des habitants au plus ne demandent qu'à être subventionnés financièrement par la France. La logique, c'est de faire en petit ce qui avait été fait en grand en Algérie. Expédions l'armée, qui est déjà très fortement présente, renforçons l'ordre public, et je ne doute pas, à court terme, à très court terme, l'affaire sera réglée. Michel Rocard me connaissait par cœur. Il attendit quelques instants. Le temps que je puisse ajouter que dans mes rencontres avec Paul Delouvrier à Melun, en préfecture de Seine-et-Marne, celui-ci m'avait signalé le rapport du jeune Rocard. Rocard, inspecteur des finances, lui avait adressé un document lorsqu'il était à Alger sur la situation des Algériens, de l'armée et plus largement de l'Algérie. Cela m'incitait à penser que sa connaissance de ces questions coloniales était suffisante pour que si l'actuel Premier ministre se sentait en position de prendre une décision telle que celle que j'évoquais, la responsabilité totale lui en incombait. Arrête de déconner. Je te repose la question. Que faut-il faire ? Grand silence. Franchement, Michel, je ne sais pas. Le problème qui se pose est un problème de décolonisation et de reconnaissance d'un peuple qui est actuellement minoritaire dans les urnes pour des raisons qui tiennent à des décisions prises à l'époque de Mesmer. Et aujourd'hui, l'État français et la France n'a plus aucune crédibilité vis-à-vis des Kanaks. Les Européens et autres Wallisiens veulent que la subvention que nous leur versons perdure et la plupart d'entre eux sont prêts à se battre au nom de la nationalité française pour des raisons égoïstes. Quant aux Kanaks, ils n'ont plus aucune confiance dans les dirigeants politiques français. Ils sont conscients que la gauche souhaitait, avec François Mitterrand, aller vers l'indépendance de ce territoire, et ils ont constaté que les engagements qui étaient pris n'étaient pas honorés pour des raisons multiples, mais principalement par le fait qu'il y a entre la politique en métropole et son application en Nouvelle-Calédonie un hiatus complet. J'ai presque fini. En venant te voir, je me posais la question de savoir s'il était possible de faire appel à un homme dont la stature ou l'histoire permettrait d'en faire un médiateur ou pour essayer de rétablir un peu de confiance. Tu penses à qui ? Peut-être Chaban-Delmas, peut-être Barre. Silence. Non, Mitterrand n'acceptera jamais. Grand silence. Réfléchissons alors à des personnalités totalement éloignées de la politique qui puissent exprimer un moment de morale dans cette situation. À qui penses-tu ? A priori à personne. Grand silence. J'ai seulement le souvenir que lorsqu'il y eut des moments de calme qui n'ont duré que quelques jours en Nouvelle-Calédonie, dans ces quelques moments, je me souviens de déclarations fortes de responsables protestants ou catholiques appelant à ce que ce calme puisse s'installer dans les esprits entre tous les protagonistes. Je me souviens aussi d'un courrier qui avait été adressé à Edgar Pisani en janvier 1985, après les émeutes de Nouméa, après un retour au calme, du pasteur Maury, qui était président de la Fédération protestante de France et qui avait montré une parfaite connaissance de la situation que nous vivions.
C'était un homme respecté par les Kanaks du fait de l'action des évangélistes protestants dans toute la Grande Terre et dans les îles. De même, les catholiques à Nouméa, en quelques occasions, s'étaient signalés dans ces moments pour apaiser les esprits. Ces hommes prenaient la parole au bon moment pour faire appel à la responsabilité et aux formes d'humanité qui peuvent précéder des formes de fraternité. Michel Rocard eut un regard amusé, ce qui me fit croire qu'il trouvait peut-être que ce n'était pas complètement idiot. Ce qui l'amusait probablement, c'est que moi, l'agnostique silencieux, je proposais à un ancien scout protestant de confier une mission, ou peut-être un appel, à un représentant des églises pour le service de la République. Il est vrai que cela ne s'était jamais produit dans l'histoire de la République. Alors, était-il simplement amusé ou peut-être ému? Je ne le sais, je ne peux le dire. Mais il n'y avait qu'à lui, tant notre confiance réciproque était grande que je pouvais confier une telle réflexion. J'ai hésité à parler de confession. Jamais je n'aurais tenu ce type de propos à quelqu'un d'autre. Nous passâmes quelques minutes autour de cette idée qui mettait pour l'instant l'État entre parenthèses. Déjà, grâce à la Nouvelle-Calédonie, j'avais été de surprise en surprise, mais lorsque le Premier ministre m'indiqua qu'il en parlerait avec le président dans la soirée, je crois que les accoudoirs du fauteuil me furent nécessaires. J'imaginais un instant le regard que porterait Mitterrand sur une telle proposition. Il me demanda, avant que je ne parte, si je serais d'accord pour conduire cette mission d'homme de bonne volonté, si François Mitterrand l'acceptait. François Mitterrand donna son feu vert. En 15 jours, la mission du dialogue eut 1200 entretiens sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie, ce qui lui permit d'élaborer la trame des accords de Matignon, signés 6 semaines plus tard. Quelques années plus tard, et aujourd'hui encore, j'affirme tranquillement que seul Michel Rocard était capable d'assumer personnellement et politiquement une telle idée. Il comprenait que la voie permettant éventuellement de sortir de cette impasse historique dans laquelle nous étions passait par une confiance entre les hommes qui dépassait largement les facteurs politiques dans lesquels nous étions enfermés. Encore fallait-il oser. Michel Rocard était capable d'oser lorsqu'il y avait une nécessité absolue. Il n'avait pas osé être candidat contre François Mitterrand, mais il osa faire l'impossible et réussit en Nouvelle-Calédonie. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.